Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h47, les grands débats du matin avec Thierry Guerrier, Christine Bouillot, vos appels 0826 300 300. Après 9h, Tugdual Denis sera avec nous, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles et auteur de ce livre, La vérité sur Édouard Philippe. Donc on reviendra sur la non-déclaration d'Édouard Philippe, le fait qu'il soutienne Emmanuel Macron. Et en attendant, c'est Félix Mathieu. En attendant, on va parler des grands débats du matin. Donc il y a Benalla, évidemment, l'affaire, parce que c'était l'épine dans le pied du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis il y a cette proposition d'Anne Hidalgo hier en lançant sa campagne qui a dit c'est notamment parmi ses propositions, il faudrait doubler le salaire des profs. Alors évidemment tout le monde dit bien sûr, c'est formidable, c'est ce que vous dites sur les réseaux sociaux, on vous interroge, on va voir ça dans un instant avec vous Cécile, mais factuellement, voyons donc avec vous Félix Mathieu, comment se situe la rémunération en France par rapport aux autres pays des enseignants? Eh bien, les enseignants gagnent moins que la moyenne des pays développés. En France, 7% de moins que les autres pays de l'OCDE. Un peu plus, par exemple, de 2000 € net par mois en moyenne, toute catégorie d'ancienneté et niveau confondu. 2000 € net, c'est 2 fois moins qu'un enseignant allemand. À l'image, par exemple, d'un professeur des écoles débutants. Lui, ce sera 1700 € net par mois environ. Il gagne moitié moins que son homologue allemand ou bien suisse. Un enseignant de lycée, avec un peu plus de 2100 € net en moyenne, se situe par exemple sous le niveau d'un professeur slovène ou bien portugais. En haut de l'échelle, en France, un professeur agrégé en fin de carrière avoisinera les 3000 € net par mois. Alors c'est plus, évidemment, que beaucoup de ses collègues, mais ça reste moins, là encore, que chez beaucoup de nos voisins européens, même parmi les débutants, par exemple en Allemagne. Oui, merci Félix Mathieu. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la proposition d'Anne Hidalgo de multiplier par 2 le salaire des profs? C'est la question que l'on pose ce matin sur les réseaux sociaux. Que nous dit-on, Cécile? On nous dit qu'en majorité, à 63%, que c'est totalement irréalisable. En général, on nous dit qui va payer. Par exemple, on nous dit c'est n'importe quoi, pourquoi les professeurs d'abord et pas les infirmiers. On nous dit aussi de Gaël qui dit c'est de la démagogie électorale. JP nous dit la politique socialiste promet l'irréalisable, plomber financièrement les finances pour des décennies, pour finalement empâter un moment historique. Vaste programme, voilà. Et puis vous continuez de voter, bien entendu, mais oui, parce que la question que l'on pose, Cécile, c'est irréalisable, 63%, donc vous l'avez dit, ce n'est pas une priorité. Et là, vous êtes 25%, ou c'est une bonne idée. Vous êtes simplement à 12%. Thierry Guerrier, tout à l'heure, elle disait, Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publique, c'est un festival en fait de promesses et venant de la part d'Anne Hidalgo aussi de démagogie. C'est un coup politique. C'est un coup politique pour son entrée en campagne. C'est un coup politique pour faire parler de soi. Et ça, c'est réussi. La preuve, vous voyez, ce matin, ici sur Sud Radio. C'est un coup politique pour séduire, accrocher le nœud, le centre de son électorat fonctionnaire, de l'électorat traditionnel du PS, qui est parti avec Benoît Hamon, qui est parti avec la culture woke, qui ne se sent plus représenté par un parti socialiste, qui est parti à volo sur ces 2 grandes lignes. Et donc Anne Hidalgo veut frapper les esprits, montrer, alors que son équipe lui dit qu'il faut sortir de son ton toujours un peu monocorde, un peu monotone, de ses propositions Michel-Michou, je veux toujours ménager l'un et l'autre, etc. Non, il fallait montrer quelque chose de très net. Alors, de ce point de vue, il y a un signal aussi sur le fond, il faut le reconnaître, qui est, je veux miser sur l'éducation comme une des valeurs clés de la gauche et de mon programme. Très bien. Donc ça, de ce point de vue, c'est réussi. Après, la réalité, c'est peut-être que ça va à terme aussi, après ce coup, cette entrée spectaculaire, ça va lui revenir peut-être comme un boomerang. Pourquoi ? Parce que, les gens ont le souvenir précisément, et vous voyez, ça monte dans les réseaux sociaux, de socialistes qui éternellement promettent, ou dépensent, et puis qui ne suivent pas. Amélie Montchalin, tout à l'heure, rappelait que le taux d'absentéisme et les grandes difficultés qu'Anne Hidalgo elle-même et son équipe ont à gérer, n'arrive pas à le personnel à respecter le temps de travail à la mairie de Paris. Oui, c'est-à-dire qu'il devrait travailler 35 heures et il ne travaille pas 35 heures. Christine Bouillot, réaction aussi sur cette idée et cette entrée en campagne d'Anne Hidalgo.
Il faut bien marquer les esprits aussi. Pour une entrée en campagne, il faut des mesures choc. Je pense que le défi d'Anne Hidalgo, il est d'abord de se déparisianiser. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais ça va être ça. Parce que sur les marchés du Sud-Ouest, même si elle a le soutien d'élus locaux de taille, pas des moindres, le maire à premier lieu, le maire de Montpellier, la maire de Nantes, la présidente de la région Occitanie. Enfin, ils sont très nombreux, on va dire les barons socialistes. Les nouveaux quinquas cadras qui sont issus des dernières élections à soutenir la maire de Paris pour essayer de lui enlever cette étiquette qui va malheureusement lui coller à la peau parce qu'elle a un bilan à Paris que les Parisiens lui rappellent à juste titre. Toujours est-il qu'elle est élue, c'est un petit peu le paradoxe. Bah oui, elle a été réélue quand même. Le système électoral fait qu'elle est quand même réélue. Oui. Et assez avec confortablement. 18% de participation. Oui, bien sûr, Thierry, mais c'est le jeu de la démocratie tel qu'on la connaît aujourd'hui. Mais simplement, elle va avoir effectivement ce défi-là de se rapprocher des campagnes. Pour l'instant, vous le disiez dans votre édito, Thierry, elle a fini par lever le voile. Il était temps parce que ça ressemblait plus à rien de dire que je réfléchis encore, je ne sais pas si je vais être candidate, etc. Parce que le temps presse et qu'elle peut être effectivement rattrapée par d'autres candidats sur des questions. Alors, sur le salaire des profs, elle s'adresse à l'électorat que on pense socialiste, c'est-à-dire celui des enseignants. Mais vous avez raison de nuancer, Christine. Oui. Ça a évolué beaucoup dans cette sociologie, dans ce public. Beaucoup parce que il y a eu entre-temps des déceptions, mais pas que sur, on va dire, le travail fait au sein des établissements, les différentes réformes, etc. C'est aussi sur les questions de régaliennes, c'est-à-dire notamment depuis les différentes affaires qu'il y a eu dans les écoles, sur la laïcité notamment, et beaucoup d'enseignants reprochaient et ont reproché, et ont regretté aussi une forme de laxisme des prédécesseurs d'Anne Hidalgo dans la frange socialiste sur ces questions de laïcité. Oui. Donc je pense qu'effectivement, elle a un défi assez important et de taille, c'est d'enlever cette étiquette parisienne pour rassembler au maximum, ne serait-ce que déjà et d'aller sur les terres socialistes, quoi. Oui, c'est ça, de s'adresser aux socialistes, quoi. Thierry Guerrier, d'un mot. Oui. Christine Bouillot a raison de souligner que Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, ou Mathieu Klein, le maire de Nancy, par exemple, sont une frange du PS qui était très hostile à la ligne Hamon, très woke, indigénisme. Tous ces gens-là sont très républicains et voudraient ramener le PS sur son centre de gravité républicain traditionnel. Mais ils soutiennent Hidalgo, qui était pourtant, avec Audrey Pulvar, parti un peu sur les terrains indigénistes, racialistes, woke. Bon, ils lui ont fait clairement comprendre. D'abord, on verra ce qu'elle fera comme score, si elle sauve le PS. Déjà, il faut qu'elle fasse aussi peut-être une petite épreuve face à Le Foll, qui va être quand même... Stéphane Le Foll n'existe pas dans le fonctionnement du PS, dans l'appareil, alors qu'il est candidat, en effet. Et tout le monde passe par pertes et profits. Moi-même, je le reconnais dès ce matin sur Sud Radio, la candidature de Stéphane Le Foll, qui pourtant représente une sensibilité. Mais pourquoi les grands barons soutiennent Anne Hidalgo? D'abord parce qu'ils pensent que c'est foutu pour cette fois-ci, et puis ils veulent récupérer le parti derrière pour 2027. Ces gens-là veulent ramener le PS à ses racines. Que de calcul, quoi. Vous voulez réagir pour 2027, c'est ça. Oui, il y a Édouard Philippe, je ne sais pas s'il se positionne déjà pour 2027. On va voir ça dans un instant avec Tuc Duhaldenis qui a écrit sur lui La vérité sur Édouard Philippe. Il sera avec nous dans un instant. Donc vous voulez réagir sur Anne Hidalgo et ses promesses, là, telles que vient de les décrire Thierry Guerrier. Sur Édouard Philippe, finalement, qui n'ira pas, va soutenir Emmanuel Macron. Sur aussi le lancement de la campagne de Marine Le Pen, c'était vraiment ce week-end, avec ce thème liberté, liberté chérie. Vous avez vu, c'est le slogan. Alors la liberté, on comprend. Liberté, liberté chérie, le mot qui a été en fait ajouté, ça vous interpelle peut-être. Et puis Éric Zemmour, puisqu'on en parle toujours aussi avec la sortie évidemment de son livre, et ce qui s'est passé samedi soir chez Laurent Ruquier, où sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup occupé le week-end. Et puis il y a l'affaire Benalla aussi, bien sûr, et le personnel soignant qui ne veut pas se faire vacciner. Il est en forte diminution. Il y a une date butoir de mercredi. Vous, sur tous ces sujets, vous voulez réagir, 0826 300 300, on vous attend. Et on revient dans un... Il est 8h57.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et c'est la suite des grands débats du matin pour vous, 0826 300 300 sur les sujets du jour. Déjà, quelle suite pour Édouard Philippe? On en parle avec Tugdual Denis, qui est directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles et auteur de ce livre, La vérité sur Édouard Philippe, et aux éditions Robert Laffont. Et puis, on parlera aussi, Patrick, peut-être de Alexandre Benalla devant la justice. Oui, Alexandre Benalla devant la justice. Il y a aussi la vaccination pour le personnel soignant, donc, puisqu'on sait qu'on n'est pas au 100% et puis que certains n'ont pas envie de le faire. Alors, Amélie de Montchalin disait ce matin, puisqu'elle est ministre de la Transformation et de la Fonction publique, elle était notre invitée tout à l'heure, elle dit on arrive pratiquement à 99% du personnel soignant. Alors, je ne sais pas si c'est la méthode Coué, j'ai pas l'impression que ce sont vraiment les chiffres en fait du terrain. On va voir ça tout au long de la semaine. Vous pouvez réagir 0826 300 300. Alors, on a beaucoup parlé d'Anne Hidalgo il y a 5 minutes. On va en reparler aussi avec Tugdual Denis sur cette proposition, mais d'abord quand même c'est vrai qu'il y a quelques mois en arrière, on se disait, alors que tout le monde annonçait l'affiche Macron-Le Pen, beaucoup dans le milieu politique, mais également dans les observateurs, se disaient il peut y avoir une autre affiche, et pourquoi pas l'affiche Anne Hidalgo, Édouard Philippe. Édouard Philippe, vous avez écrit ce livre sur lui, La vérité sur Édouard Philippe, comme vous aviez écrit aussi, on se souvient, sur François Fillon, un livre vraiment dans les confidences en fait d'Édouard Fillon. Il y a des choses assez remarquables qui étaient dites dans votre livre. On a vu Édouard Fillon. Merci beaucoup. J'ai dit Édouard Fillon. Il y a un Édouard Fillon qui est un des enfants de François Fillon. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. Oui. Et vous en parlez d'ailleurs, puisque lui-même fait quelques déclarations sur son père. Et Édouard Philippe, sur sa prise de position, en fait, hier, en disant qu'il allait soutenir Emmanuel Macron et ne pas se présenter, vous avez été surpris ou pas? J'ai pas été surpris, pour être très honnête, parce que j'ai jamais pensé que Édouard Philippe irait frontalement contre Emmanuel Macron. En revanche, j'ai trouvé l'entretien intéressant à plusieurs titres. Rappelons donc que c'était dans 7 à 8, un magazine de TF1. Il y avait la forme, déjà, effectivement, cette espèce de côté un peu intimiste avec la journaliste Audrey Crespo-Mara. Moi, je trouve qu'en fait, il ne recule pas dans sa nationalisation, voire dans sa présidentialisation. Déjà, il parle de sa famille. C'est-à-dire qu'il a un peu intégré l'idée que va falloir un peu se livrer, ouvrir les portes de son intimité, qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il appartient aux Français, il ne s'appartient plus. C'est l'homme politique préféré des Français dans les sondages, avec cette petite différence qui le distingue d'un Bernard Kouchner, d'une Simone Veil, qui avait souvent des très bonnes enquêtes d'opinion. C'est que lui, il était aux manettes il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, il était en train d'encore d'essayer de vendre une réforme des retraites aux Français, ou de gérer une pandémie de plus ou moins bonne manière, suivant du point de vue de qui l'on se place. Ensuite, il y a ce soutien à Emmanuel Macron. Je crois honnêtement qu'il pouvait difficilement faire différemment aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron a l'air d'être parti pour y aller, qu'il n'y a pas d'espace politique pour Édouard Philippe si Emmanuel Macron y va. Édouard Philippe, il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle Le plan B, c'est entre guillemets le plan B du système, c'est-à-dire c'est si Emmanuel Macron, pour des raisons X ou Y, demain est empêché, je pense que c'est la corde de rappel pour un certain nombre de personnes, on va dire du centre droit, pour pouvoir y aller. Mais Édouard Philippe, c'est aussi quelqu'un qui profite d'un vide politique. Vous voyez comment se passe la primaire de la droite. Si Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse étaient des gens indiscutables, on ne parlerait pas d'Édouard Philippe. Si Emmanuel Macron était totalement indiscutable aussi, on ne parlerait pas d'Édouard Philippe. Maintenant, Édouard Philippe devient le numéro 2 de facto de la majorité depuis hier. C'est une réentrée dans l'atmosphère. Je vous rappelle quand même que depuis quelques semaines, il menait sa vie de son côté. Il a refusé d'aller aux journées parlementaires de LREM. Il a refusé de prendre part publiquement à un certain nombre de rendez-vous des macronistes. Et en gros, il a imposé son calendrier. Il arrive donc en cette mi-septembre en disant « Je crée mon parti politique qui ne va pas s'appeler La République En Marche. Vous n'allez pas le voir avec Stanislas Guérini ou Christophe Castaner en train de faire des petites réunions au nouveau siège de La République En Marche à Paris. Non, il crée son parti. De facto aussi, il déporte le point de bascule ou le barycentre, pour parler un peu pompeusement comme les politologues, de la majorité vers la droite ou vers le centre droit. Et puis il y a une phrase aussi hier qui m'a marqué dans cette interview de 7 à 8. Il a dit, quand on veut avoir à exercer des responsabilités nationales, on se prépare. Donc c'est-à-dire que voilà, il s'est auto-convaincu que un destin national l'attendait. Alors les
fans absolus d'Édouard Philippe se diront zut, nous on aurait bien voté 2022. Maintenant. Là, ça sera plutôt 2027. Quand les trains passent, faut monter dedans, quoi, dans le wagon, parce que sinon. Il prend date, et vous allez voir que à partir de maintenant, c'est un rapport de force qui s'établit entre Emmanuel Macron et lui. Il faut pas voir autre chose que ça dans ce qui s'est passé hier. C'est pas une allégeance du genre je vais être au premier rang de tous les meetings et puis quand on me dira d'aller à Trifouille-les-Oies, je ferai le garde à vous. Il sera pas aux ordres. Non, Thierry Guerrier, vous le sentez comme ça aussi, vous, et Christine Bouillot qui est avec nous. Évidemment, je crois comme Tugdual Denis que c'est un signal fort pour Emmanuel Macron parce qu'il est en train de figer Édouard Philippe. Finalement, tout l'électorat de droite qui s'interroge peut-être éventuellement, est-ce que j'irai pas rejoindre ma famille et voter Xavier Bertrand cette fois-ci, par exemple? Non, ceux qui étaient derrière Édouard Philippe considèrent que l'activité, le volontarisme réformiste de l'équipe qu'il a formée avec Macron peut renouer encore après 2022. Donc ça, c'est bon. Mais à l'inverse, une bonne partie de l'électorat de gauche qui soutient Emmanuel Macron pour les mêmes raisons, mais qui trouve que ça s'est un peu déporté sur la droite, peut lui manquer. Ça, c'est un risque. Mais surtout, comme vient de le souligner Tugdual Denis, c'est la suite qui se joue. Si Emmanuel Macron est réélu, on passe déjà une étape un peu rapidement, je vous l'accorde, mais s'il est réélu, en effet, Édouard Philippe, là, vient de prendre date pour la suite. Et il peut y avoir, après 2022, un jeu à la Chirac-Giscard, quand Giscard était président et que Chirac a été son Premier ministre, un nouveau jeu, une tentative de rapport de force, comme le soulignait Tugdual, un nouveau rapport de force pour faire basculer la majorité, alors là, vers un objectif qui est 2027 pour Édouard Philippe, qui là, à partir de la réélection d'Emmanuel Macron, ne lui devra plus rien et essaiera de peser de façon considérable. Un mot, Christine Bouillot et Tugdual Denis. Oui, Christine. Alors on dit si Emmanuel Macron est réélu, mais s'il n'est pas réélu aussi, ça marche aussi. Bien sûr, stratégie. Exactement. Parce que évidemment, s'il y a effectivement un échec d'Emmanuel Macron, ça va se jouer comme on le disait à chaque fois, donc sur un court pourcentage, notamment au premier tour. Donc ça veut dire que derrière, Édouard Philippe se pose comme le successeur naturel quelque part. C'est comme ça que le ressent l'électorat à la lecture, ou en tous les cas quand on a écouté Édouard Philippe hier soir, le successeur naturel, puisqu'il crée son parti avec des maires de poids, mais surtout qui étaient Macron compatibles. C'est-à-dire qu'ils sont tous sortis, je dirais, des fourches des partis politiques, et ils étaient plutôt compatibles avec le chef de l'État lors de ce dernier ce quinquennat. Donc on voit bien qu'il y a un jeu, un billard à trois bandes pour pouvoir se positionner pour 2027. Donc Thierry, effectivement, il y a déjà du monde pour 2027. Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous aussi au 0826 300 300. Toujours sur Édouard Philippe, si vous voulez réagir. Comment vous le voyez se positionner? Et puis, il y a toujours le débat, en fait, plus large aussi à droite. Il y a aujourd'hui sur l'échiquier Zemmour, Dupont-Aignan qui est toujours là, Marine Le Pen qui s'est lancée en fait hier avec Liberté, Liberté chérie, son slogan. Et Éric Zemmour, d'ailleurs, on l'a appris tout à l'heure, qui à partir de ce soir ne présentera plus son émission sur CNews. La chaîne a pris cette décision à l'issue de la décision du CSA de décompter son temps de parole. Nous en parlons ensemble dans un instant sur Sud Radio. Allez-y, 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h16, la suite des grands débats ce matin. Je vous rappelle, bien sûr, Thierry Guerrier, Christine Bouillot et avec nous Tugdual Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles et auteur de La Vérité sur Édouard Philippe aux éditions Robert Laffont. Oui, et la vérité, rien que la vérité, vous la saurez dans quelques minutes. On poursuivra. Je sais qu'il y a des appels, en fait, pour vous, Tugdual Denis, sur Édouard Philippe, parce que certains le considèrent aussi comme responsable de la crise des Gilets jaunes. On va y revenir, parce que, évidemment, vous l'abordez. Mais je le disais, là, on l'a appris il y a quelques minutes. Ce soir, donc, Éric Zemmour ne sera plus à l'antenne de CNews. La décision a été prise par la chaîne, à la suite, évidemment, de la prise de décision du CSA qui a dit qu'à partir de ce week-end, il fallait comptabiliser les temps de parole d'Éric Zemmour. Alors, autant ça peut se comprendre pour aller sur les autres chaînes. Bien sûr, quand il arrive ici, on peut le mettre dans les divers droites, puisque c'est là qu'on doit le classer. Mais pour la chaîne, c'était un petit peu problématique. Éric Zemmour, est-ce qu'il peut rassembler une partie en fait de la droite, justement, Tugdual Denis? Ce qui est sûr, et nous, c'est vrai que de mon poste d'observation à Valeurs Actuelles, on voit bien que dès qu'on fait un article sur lui, ça passionne les foules. Valeurs Actuelles aussi, quoi. Vous n'êtes pas l'Obs, quoi. Non, c'est sûr, mais comme vous me demandez s'il peut à droite bien sûr. être un point de rassemblement, je pense qu'on a plus de lecteurs de droite que l'Obs. On voit bien que
aujourd'hui, la droite incarnée par Valérie Pécresse et Xavier Bertrand a un énorme problème de légitimité auprès des sympathisants de droite. C'est quand même deux responsables politiques qui ont quitté les Républicains quand Laurent Wauquiez en était le président du parti, en accusant en gros une dérive droitière du parti. Je suis pas sûr que les mêmes accuseraient, les mêmes sympathisants de droite diraient que Éric Zemmour, lui, est trouble sur ce positionnement-là, puisque évidemment il se positionne très à droite. Ensuite, il y a Marine Le Pen, dont on ne cesse effectivement de dire depuis des années qu'il y a peut-être un plafond de verre, est-ce qu'elle s'est remise du débat. Alors oui, elle s'est remise du débat, mais finalement les élections régionales n'étaient pas très bonnes. Et puis il y a cette lassitude, on est dans une époque où on aime bien zapper, passer de l'un à l'autre. Il y a une plus-value pour la nouveauté. Et c'est vrai que je suis désolé pour elle, mais hier, quand j'ai regardé Fréjus, la rentrée politique de Marine Le Pen, on sait même plus. C'est un peu devenu la François Bayrou du Camp National. On sait même plus. C'est-à-dire qu'elle est là depuis combien de temps elle est candidate à l'élection présidentielle. Il y a un manque de renouvellement. Et puis moi, j'ai un point très perso sur les handicaps de Marine Le Pen. Je pense qu'elle est mal entourée. Je pense que c'est une femme politique d'envergure. Elle a changé un petit peu son entourage. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques changements. Toute petite touche. C'est-à-dire que là, il y a par exemple un nouveau directeur de campagne qui s'appelle Christophe B, qui a travaillé au ministère de l'Intérieur, période Brice Hortefeux, si je ne m'abuse. Donc effectivement, ça donne un petit côté professionnalisation. Mais regardez hier les premiers rangs à Fréjus, c'était toujours les mêmes, ceux qui sont là depuis 10-15 ans autour de Marine Le Pen, un cercle très proche. Donc effectivement, Éric Zemmour, il profite de ça. Et il profite aussi du fait de la concordance entre ses fondamentaux, les thèmes qu'il défend en priorité, et les sondages d'opinion. Il a rappelé chez Laurent Wauquiez samedi soir que oui, 70% des agressif, Français... Comment vous avez trouvé? Moi, honnêtement, j'ai trouvé que Laurent Wauquiez, je m'en fiche, je suis pas Zemmourolâtre, mais je trouve que quand on interviewe quelqu'un, il y a une forme de courtoisie et d'éducation. Là, c'était trop agressif. Thierry Guerrier, Christine Bouillot et Sandrine dans un instant. Je pense que Laurent Wauquiez n'est pas journaliste politique et que Laurent Wauquiez fait un peu comme d'autres dans le PAF. Ce qu'il veut. Voilà, c'est du spectacle, exactement. Cécile vient de dire. On avait l'impression qu'il voulait payer aussi Zemmour, quoi. Si vous voulez, en disant, je le reçois, mais quand quelqu'un va jusqu'à suggérer que certains de nos concitoyens doivent être, pour reprendre la terminologie du français, non pas judéo-chrétienne, mais débaptisés, c'est-à-dire qu'on leur retire leur identité. Il y a une dimension d'affrontement civil, pour pas dire plus, qui est clair dans le propos de la proposition. Quand Éric Zemmour dit qu'il faut que les Mohamed soient débaptisés, qu'on les appelle par d'autres prénoms, là, il y a un ferment. C'est une opinion. Et donc qu'il relève, si vous voulez, au fond, à un moment donné, on a envie que Zinedine Zidane s'appelle demain autrement. Enfin, quel est le sens de cette proposition? Taharaïm, on va le retirer. Enfin, pardonnez-moi, vous imaginez que je vous fasse un procès parce que vous avez un prénom qui est d'origine celte? Enfin, de quoi parle-t-on? Ce serait une insulte à vous. En fait, on n'insulte pas nos concitoyens. Je ne crois pas qu'Éric Zemmour demande à ce que ceux qui s'appellent Zinedine aujourd'hui soit débaptisé et s'appelait le Roger. Mais en revanche, j'aimerais bien que les enfants de Denis s'appellent Jean ou Patrick ou Thierry. En revanche, il se demande si on peut analyser le degré d'intégration des immigrés de deuxième, troisième, quatrième génération par le prisme des prénoms. Et qu'est-ce que ça veut dire effectivement de leur intégration si les parents de ces enfants-là choisissent des prénoms à consonance étrangère? Je suis désolé de vous dire, moi figurez-vous qu'on est 5 frères dans ma famille, on a tous des prénoms bretons. Quelque part, ça veut dire que mon père se sent pas assez français, Oui. Christine Bouillot aussi, Christine. Sur les prénoms, là. Alors sur les prénoms, je pense que le propos d'Éric Zemmour sur les prénoms s'adresse uniquement aux prénoms musulmans. Je suis pas sûr que les prénoms à consonance italienne posent problème, ou espagnol, parce que des Pablo, des Lola, etc. Il y en a quand même des palanqués dans les classes aujourd'hui aussi. En revanche, pour revenir effectivement à l'émission de samedi soir, ça me faisait penser à cette époque où les journalistes recevaient Jean-Marie Le Pen. Au tout début, c'était effectivement des espèces rappelez-vous, c'était des gants de boxe qu'on sortait sur les plateaux de télé parce que personne ne savait vraiment comment interviewer Jean-Marie Le Pen dans cette période. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Il y avait du show parce qu'effectivement, il faut que Laurent Wauquiez fasse de l'audience aussi. Il sait que Zemmour est un bon tribun. Ils ont travaillé ensemble également. Donc voilà, c'était important. Mais ce qui était important aussi, c'était d'écouter Éric Zemmour
et de voir effectivement dans ses propositions à quel point il est sur un registre qui pose beaucoup de problèmes à Marine Le Pen dans sa début de campagne électorale. D'ailleurs, Sandrine est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous vouliez réagir à ce propos, hein, Sandrine? Oui, déjà, j'ai regardé. Bon, alors déjà, on commence très mal la semaine parce que vous m'annoncez qu'Éric Zemmour est supprimé le soir. Alors là, bravo le CSA, qui est aux ordres apparemment, comme l'a expliqué Zemmour, que si on remonte, d'où vient cette décision, alors qu'il n'y a aucune règle qui spécifie. Donc on fait une exception pour M. Zemmour. Oui, voilà. C'est vrai parce qu'il n'a pas créé de parti, il n'est pas encore, et donc c'est une nouvelle règle, quoi. Ouais. Ensuite, j'ai regardé le débat avec Laurent Ruquier, que j'aime beaucoup, mais lui, alors il taquine, enfin il se cache derrière un rire. Voyez, j'attaque pas vraiment, je suis pas méchant, et on voit Éric Zemmour qui lui est sérieux parce que voilà, il répond correctement, et voilà, ça fait un décalage. C'est genre voilà, moi je suis pas méchant. Enfin, moi ça me donne cette idée là, quoi. Voilà. Et après, donc au sujet des prénoms, il veut pas débaptiser, c'est juste que pour les gens s'intègrent. Moi je pense aux gens qui ont émigré d'Italie aux États-Unis. Eh ben, ils n'ont pas gardé tous leurs prénoms, ils se sont intégrés en prenant des prénoms américains. Quand on veut s'intégrer, on fait comme ça. Voilà. Après, ils veulent se différencier. Bon, après on dit c'est de l'autodiscrimination. Voilà, c'est comme ça. Pour s'intégrer, c'est mieux. Il faut le comprendre, voilà, sans être, voilà. Bon, et donc pour dire que voilà, c'est vrai que... Et Éric Zemmour, avec son lancement, ça ne fait pas de doute qu'aujourd'hui il va se lancer dans cette bataille. Enfin, bon, sait-on jamais, hein, parce que évidemment, ce n'est pas non plus officiel. Par rapport à Marine Le Pen, et ce que disait Tugdual-Denis tout à l'heure, qui disait, finalement, il n'y a plus de surprise aussi avec Marine Le Pen. On la voit, et il n'y a peut-être pas... Et aujourd'hui, dans une société où il y a quand même énormément de zapping, on a besoin de voir de nouvelles têtes, de nouvelles idées. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle va se retrouver un petit peu, entre guillemets, ringarde sur la... Non, si ces idées sont bonnes, quand les idées sont bonnes, qu'on les défend, je veux dire, voilà, qu'on les défend et qu'on a des convictions et qu'on a des solutions. Non, je pense pas qu'elle soit ringardisée. Après, il faudrait qu'il y ait un accord de toutes les droites, enfin des droites, voilà, pour faire gagner la droite et pouvoir, ne pas enfoncer le pays encore plus dans un chaos grâce à M. Macron. Voilà, faut voir qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a fait pour la France, qu'est-ce qu'il propose. Je veux dire, au niveau international, quand on a vu tous les week-ends les gilets jaunes. Paris dévasté, l'Arc de Triomphe. Après, on apprend, voilà, le monde entier. Un président qui. Alors ça, c'était, oui. Alors c'est Emmanuel Macron, c'est vrai, Sandrine, mais c'était peut-être aussi derrière ce que reprochent certains gilets jaunes, Édouard Philippe, qui malgré sa popularité était quand même pointé du doigt aussi pour avoir maintenu sa taxe. On va en parler dans un instant avec Tugdual-Denis. Oui, allez-y, Sandrine. Non, deux choses. Je comprends pas comment se fait-il que Emmanuel Macron soit encore dans les sondages aussi haut, je ne comprends pas, avec voilà, les actes qui fait, il n'y a rien. Et Édouard Philippe, alors, et ça aussi je ne comprends pas, c'est lui qui a mis 80 km/h, dès qu'il est arrivé c'était n'importe quoi, c'est lui qui avait augmenté aussi, c'est là qu'il y a eu les gilets jaunes, donc c'est l'augmentation de l'essence, enfin je ne comprends pas, voilà, c'est des choses qui m'échappent. Restez avec nous, Sandrine, restez avec nous, on va essayer de comprendre justement avec Tugdual-Denis qui approchait au plus près Édouard Philippe et va tout nous dire dans un instant, et je sais que vous appelez aussi au 0826 300 300. Allez, on continue. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h30, c'est la suite des grands débats. On reste toujours ensemble jusqu'à 10h avec jusqu'à 10h, parce que dans 10 minutes aussi, Cécile, la France à vos côtés, on va revenir avec vous sur les petits commerçants qui se sont lancés dans l'e-commerce et qui se battent en fait aujourd'hui autour de l'e-commerce. On aura des témoignages. Absolument, on va en parler avec un boucher qui s'est battu et qui a transformé
supprimer bien sûr son statut qui est une fois sur le net et une fois commerce de proximité. On en parlera aussi avec un spécialiste qui reviendra sur le e-commerce en général et qui nous expliquera ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné et finalement les thématiques de l'avenir. Oui, parce que sur cet aspect commercial, ça bouge en fait énormément. Oui, ça évolue tout le temps. Ça évolue, mais c'est quand même assez complexe. Il y a des petits commerces qui réussissent à le faire, mais tout le monde ne réussit pas à le faire. En attendant, il y a aussi beaucoup d'autres commerces qui ont fermé et qui continuent de fermer. Pour tout vous dire, un témoignage personnel, j'ai vu en fait des choses ce week-end là, des commerces fermés. Je pensais qu'ils allaient rouvrir et qui n'ont pas réussi. Et pourtant, les municipalités ont fait ce qu'elles pouvaient aussi. Oui, mais enfin bon, quand même, il y a malgré tout encore des difficultés. On va voir ça, la France à vos côtés, c'est chaque matin à 10h moins le quart. Alors, on parlait d'Édouard Philippe, en fait, tout à l'heure. Sandrine disait, je ne comprends pas qu'il soit encore aussi haut dans les sondages, Édouard Philippe, alors que c'est lui qui était à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Et puis après, il y a eu ce départ quand même du gouvernement pendant la crise en fait du Covid, puisqu'il n'était pas forcément d'accord, Emmanuel Macron et lui d'ailleurs, sur la position en fait à adopter. Est-ce que ça lui colle en fait malgré tout à la peau, et si jamais il revenait dans l'arène politique, Tugdual Denis? C'est vrai que c'est assez surprenant de se dire que c'est aujourd'hui la personnalité politique préférée des Français, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a eu cette réforme des retraites qui est quand même qui a mis du monde dans la rue, et puis évidemment il y a eu les Gilets jaunes, sachant que ce serait mentir de dire que Édouard Philippe y est pour rien dans cette crise. Lui était assez arc-bouté par l'idée qu'il fallait effectivement faire cette taxe sur le gazole, et a été un des derniers au sommet de l'État à finalement relâcher du lest. Ça tient un peu à sa nature profonde. Il y a un côté juriste chez Édouard Philippe, il est conseiller d'État d'ailleurs, et en gros pour lui, force à la loi, on applique le droit, il faut réformer l'État, et quitte à ce que ça un peu droit dans ses bottes de son père spirituel Alain Juppé, quoi. Effectivement, avec un petit hiatus, c'est que je crois qu'il est un tout petit peu plus quand même capable de se remettre en cause, et au moment des Gilets jaunes, je le raconte dans mon livre, en fait assez discrètement, il y a une grosse partie du cabinet d'Édouard Philippe, dont le directeur de cabinet Benoît Ribadeau-Dumas, qui est allé de manière anonyme dans des débats du grand débat, ou même sur des ronds-points ou autour de points de crispation. Il est assez ami aussi, Édouard Philippe, enfin même très ami avec le PDG de Carrefour qui s'appelle Alexandre Bompard, et Alexandre Bompard lui-même avait énormément de salariés qui auraient pu être concernés par la crise des Gilets jaunes, et en fait Alexandre Bompard allait lui-même sur des ronds-points pareil de manière anonyme et faisait des comptes rendus à Édouard Philippe. Je crois que ça l'a profondément marqué, pas forcément sur le coup, mais que ensuite il s'est beaucoup posé de questions effectivement dans son rapport au pays profond. Et en fait, ensuite, au moment de la crise du coronavirus, je pense qu'il était un peu plus mature politiquement, et c'est là où justement il y a un hiatus et un distinguo avec Emmanuel Macron, parce que je crois que Édouard Philippe a fait preuve d'humilité pendant la crise du coronavirus. C'est-à-dire que vous aviez Emmanuel Macron qui arrivait à la télévision, qui parlait du monde d'après, qui parlait de prospective, et Édouard Philippe, un peu contrairement à la période des Gilets jaunes, disait écoutez, moi je ne sais pas, c'est compliqué, je comprends. Et ça a été apprécié en fait. Que vous ayez peur. Alors ça a été apprécié par les Français, un peu moins par Emmanuel Macron, parce que Édouard Philippe est persuadé que le switch, pour reprendre un anglicisme qu'il utilise aussi, entre lui et Emmanuel Macron date de cette période-là. Et Thierry Solère, qui est député et conseiller d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais ami d'Édouard Philippe, dit dans le livre, je crois que à la fin Emmanuel Macron ne pouvait plus le saquer, fermer les guillemets, parce qu'effectivement il y avait cette espèce de décalage. Et donc ça, probablement que ça va rester en fait quand même un petit peu. On va en parler dans un instant. Paul est avec nous, 0826 300 300. Oui, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Paul. Oui, bonjour à tous. J'écoute votre émission, c'est toujours passionnant. Personnellement, je pense qu'Édouard Philippe, il faut arrêter parce que pour moi, c'est une baudruche. Aujourd'hui, le but de Macron, c'est de saturer l'espace médiatique. On parle de Philippe, on parle de Macron, on parle de ci, on parle de là, et on enlève en fait le débat politique aux citoyens. Et moi, le grand risque qu'il y a aujourd'hui, je vous le dis franchement, si la présidentielle ne s'articule pas autour de débats politiques et de propositions concrètes pour les Français, c'est la rue qui va gagner.
Et aujourd'hui, ce sera ingérable. Parce qu'on a vu les gilets jaunes, les premiers gilets jaunes du 17 novembre, les premiers qui sont descendus dans la rue, ce n'étaient que des braves gens, des retraités, des artisans, des agriculteurs et autres qui subissaient des hausses discontinues, ininterrompues, des charges, et qui se posaient la question comment ils allaient pouvoir bouffer. On a vu des retraités qui ont pris la CSG d'entrée, et ça c'est Édouard Philippe, les moins 5 euros d'APL et tout ça, ils s'en sont pris aux plus faibles. Ils ont essayé d'isoler les différentes catégories sociales pour les rendre vulnérables. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont plus tromper grand monde. Si on n'a pas de débat, si on empêche de parler Zemmour, il faut que tout le monde puisse exprimer de l'extrême gauche à l'extrême droite. Là, je pense que là, je pense que Zemmour, on l'empêchera pas de parler puisqu'il va parler. Alors, il n'aura plus son émission sur CNews, mais en revanche, il va être quand même dans les médias. Et vous espérez donc qu'il y ait des propositions sur la table fortes, même si elles sont parfois clivantes ou démagogiques. On l'a entendu là avec Anne Hidalgo ce week-end, Paul. Tout à fait. Je pense que justement, en permettant le débat politique, on va pouvoir débrancher les candidats farfelus. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de bon sens. C'est moi ce que j'appelle le bon sens paysan, d'avoir les pieds sur terre. Et surtout de surveiller le porte-monnaie, parce que là Macron distribue des milliards, les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Il dit qu'il aime les jeunes, je ne pense pas, parce qu'avec toute la facture que les jeunes vont avoir à payer, ça va être un drame. Ça va être un drame. Merci Paul de votre... Merci d'avoir donné la parole. Merci. Et puis, vous le savez, 0826 300 300, vous pouvez évidemment prendre la parole. Sud Radio, c'est à vous. C'est vous qui faites évidemment les débats, qui les articulez aussi. Thierry Garrier. Oui, je crois que Paul dit quelque chose de très important, c'est que quand il dit la rue, c'est tous ceux qui, dans toutes les couches sociales françaises, ne se reconnaissent plus dans l'offre politique, dans les débats, dans les sujets traités qui sont un peu à la marge plutôt que les sujets sérieux. Ceux-là soit manifestent et régulièrement, gilets jaunes et même cassent parfois, soit ne vont plus voter. Et vous avez peut-être noté que dans les études qui sont faites en ce moment sur les perspectives de mobilisation de l'électorat pour la présidentielle, même à la présidentielle, qui est pourtant la mère des élections chez nous, qui est fondamentale, on prévoit qu'il y a à peu près 45% d'abstention. C'est-à-dire, on ne voterait pas à plus de 55 quand d'habitude c'est 75. Il va falloir ramener tout le monde pour voter. Tugdual-Denis et Christine Bouillot. Christine, Oui, je rejoins ce que dit Thierry, c'est-à-dire il y a une fracturation avec tous les débats, parce que là, on parle on va dire des candidats avec un socle électoral qui pourrait sembler plutôt solide, mais on voit bien que tout cela s'effrite. Et si vous rajoutez on va dire la crise écologique, environnementale, et donc qui pose d'autres débats à des candidats dits classiques, on voit bien que la campagne électorale, sur le choix des propositions, il va y avoir une foison d'idées, une foison de propositions qui vont être extrêmement compliquées à rassembler dans un programme, on va dire, commun pour le deuxième tour. J'ai hâte de voir comment les gens vont se rassembler avec des idées les unes et les autres à partir du deuxième tour des élections présidentielles, de la campagne présidentielle. Donc c'est vrai. Et sur l'électorat, il y a les jeunes aussi qu'il va falloir ramener dans les isoloirs. 80% n'ont pas voté au régional. Oui. Tugdual-Denis. J'ai tendance à penser que la situation politique d'Emmanuel Macron d'aujourd'hui est un total mirage. Il faut quand même se souvenir que 43% des Français qui ont voté Emmanuel Macron au deuxième tour en 2017 affirment aujourd'hui qu'ils l'ont fait pour éviter que Marine Le Pen soit présidente de la République. Vous avez aujourd'hui un plateau politique avec Emmanuel Macron seul contre le reste du monde. Thierry Garrier disait tout à l'heure que il avait très bien réussi son travail de sabotage, c'est-à-dire que c'est un peu le Attila de la politique. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il n'a même pas d'adversaire. La droite est en miettes, la gauche est divisée, les écologistes sont radicalisés, Éric Zemmour vient comme ça perturber le jeu. Et ça l'arrange un peu. Et ça l'arrange évidemment, parce que ça affaiblit Marine Le Pen, ça fige la droite qui était déjà complètement congelée. Mais je suis pas sûr que partir à la guerre sans savoir contre qui on se bat soit une si bonne nouvelle que ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a... Un accident peut arriver, c'est-à-dire l'émergence de quelque chose. Un surgissement, une alliance inattendue. D'une certaine manière, quand il y avait le Parti Socialiste et le RPR, je pense que les choses étaient plus cadrées et les gens savaient contre qui ils menaient le combat. Et vous ajoutez à cela le fait que le vote d'Emmanuel Macron depuis le 2017 et donc ce deuxième tour face à Marine Le Pen est toujours pas un vote de conviction. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, les gens votent Emmanuel Macron parce que avec le quoi qu'il en coûte, il a sauvé les meubles sur le plan économique, parce que
on vote Emmanuel Macron, on dit qu'on va voter Emmanuel Macron parce que Xavier Bertrand fait assez envie ou que la gauche paraît un peu aujourd'hui perdue dans des combats bizarroïdes de wokisme, de cancel culture ou que sais-je. Mais à la fin, ça fait pas un vote de conviction. Il n'a pas de parti politique, il n'a pas de structuration réelle autour de lui. Et tout ça le fragilise énormément. Ouais. C'est-à-dire que... Et finalement, son adversaire, ce sera peut-être son ami du jour, entre guillemets, hein, je mets ami, Édouard Philippe. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure... il ne peut pas le saquer. Non, mais ce qui est sans doute pas faux. Non, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, je pense qu'il y a la réciproque. Quoi, en tout cas... la vérité sur Édouard Philippe, Thierry Guerrier disait tout à l'heure Chirac-Giscard. Effectivement, il ne faut pas croire que l'interview d'hier d'Édouard Philippe est une forme d'allégeance sans aucune contrepartie, doublée d'un espèce d'idolâtrerie d'Édouard Philippe pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a créé un Premier ministre avec cet Édouard Philippe qui aujourd'hui a énormément plus de capital politique qu'il n'en avait en 2017. Et ça sera à suivre parce qu'il y aura du rapport de force et parce que Emmanuel Macron, pour les raisons précédemment citées, n'est pas si costaud que ça politiquement aujourd'hui. Bon, rien n'est joué. La vérité sur Édouard Philippe, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. De Tuc de Halle de Nice était aux éditions Robert Laffont. Il y a énormément d'anecdotes de fond. Effectivement, vous êtes autant, comme le disait Cécile, effectivement, lui-même, c'était déjà... Édouard Philippe confié à travers en fait son livre, mais vous allez un peu plus loin parce que c'est le regard les coulisses. Aussi sur les coulisses. Oui, c'est merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Merci d'être venu ce matin, Christine Bouillot, Thierry Guerrier, et vos appels au 0826 300 300.